Avant les couleurs, avant les chants, avant même le nom, il y a une ville, Toulon. Une vraie cité de la Méditerranée, une véritable ville du Sud. Premier port militaire de France, la ville a connu un glorieux passé portuaire. Entre Nice et Marseille, Toulon est une ville sportive. Connu également pour le rugby avec le RCT, le Sporting Club de Toulon a été l'une des places fortes du football français. Après son apogée des années 80, la trajectoire du Sporting a été tumultueuse, un chemin semé d'embûches alors que la capitale économique du Var a de sérieux atouts pour avoir un club rayonnant. Entre souvenirs, nostalgie et des illusions, voici l'histoire du Sporting Club de Toulon. Alors en pleine Seconde Guerre mondiale, le Sporting Club du Temple et la jeunesse sportive toulonnaise se rapprochent. Une lettre est envoyée au préfet du Var par les dirigeants du Sporting Club du Temple annonçant un changement de nom pour le club. Le club issu de cette fusion prend le nom du Sporting Club de Toulon et voit le jour en octobre 1940. La ville est ravagée par les bombardements lors de la guerre. Après la bataille de Toulon en août 1944, la ville est libérée par les Alliés après l'occupation allemande depuis 1942. Le football va être un élément de reconstruction identitaire. La paix revenue après la guerre, les dirigeants du club toulonnais, dont son président de l'époque, le docteur Coulon, engagent le Sporting dans le championnat professionnel de 2e division. Toulon devient professionnel très tôt et se retrouve engagé en Division 2 dès la saison 1945-1946 sans passer par les divisions inférieures. Le Sporting, à l'époque, est hébergé à Jaoré-Guibéry, stade qui appartient à la Marine. C'est un dimanche de 1945 que les Noirs et Or, surnom de l'époque, jouent leur premier match contre Toulouse. Le club termine 10e du groupe Sud pour la première saison professionnelle de son histoire. Au début de l'histoire du Sporting, le club portait des couleurs noires et or, couleurs qui se transformeront définitivement lors de la saison 1955-1956 en azur et or, couleurs de la ville toulonnaise. Cette saison marque également l'inauguration de Bon Rencontre. Construit sur une ancienne décharge à proximité de l'arsenal de la marine française, ce stade est encore aujourd'hui l'antre des Toulonnais. Tout au long de son histoire, Toulon a souvent alterné entre Bon Rencontre et le Stade Mayol, enceinte du club de rugby du RCT. Le Sporting va, après sa création, évoluer longtemps en 2e division. La saison 58-59 reste écrite en lettres d'or dans l'histoire du club. Pour la première fois de son histoire, Toulon accède à la première division à l'issue de cette saison. Une accession acquise lors de la dernière journée de championnat avec une victoire 3-2 à Besançon. La saison suivante, les Toulonnais se heurtent aux difficultés de la D1 et descendent à nouveau en 2e division. Lors de la saison 1962-1963, Toulon évolue en D2 mais réalise un parcours exceptionnel en Coupe de France en se hissant jusqu'en demi-finale en éliminant notamment Saint-Étienne en 32e de finale. L'aventure toulonnaise se termine le 21 avril 1963 au stade Vélodrome de Marseille en s'inclinant 3-1 face à l'Olympique Lyonnais. La saison suivante, Toulon revient en première division. De courte durée puisque le club fait l'ascenseur et se retrouve relégué en 2e division à l'issue de cette saison. Le début des années 70 est notamment marqué par le départ de Jean Luciano pour Monaco, un des entraîneurs les plus mythiques du club après 3 saisons passées sur le banc toulonnais. C'est ainsi le grand retour de Marcel Duval au Sporting, autre illustre entraîneur du club. Une page se tourne au club puisque Christian D'Alger, meilleur buteur du club lors de la saison 1970-1971, part lui aussi pour Monaco. Finalement, Luciano, après 2 ans à Monaco, revient déjà dans le Var. Toulon lutte pour la remontée en D1 au milieu de ces années 70, mais échoue plusieurs fois en barrage et rate la montée.
Le Sporting tombe même dans la crise. La saison 78-79 constitue le point de départ d'une crise qui mènera 2 ans plus tard le club vers la 3e division. Une véritable descente aux enfers pour tous les amoureux du SCT. Pour une place en Coupe européenne, parce que distrait en pareille époque par tous les bruits de départ et de recrutement, parce que les vacances sont toutes prêtes et qu'ils ont bien mérité de souffler samedi. Une nouvelle décennie s'ouvre, les années 80. Sans le savoir, Toulon va connaître la plus belle décennie de toute son histoire. Avec son nouveau président André Sudre, le début des années 80 démarre en trombe avec le grand retour de Marcel Duval en tant qu'entraîneur, mais pas que. Le grand retour aussi de Christian Dalger, parti du Sporting pour Monaco en 1972. Le retour de celui qui en l'espace de 8 ans est devenu à Monaco un grand monsieur du football français, gagnant le championnat de France, la Coupe de France, participant à la Coupe du Monde en Argentine en 1978 avec l'équipe de France et qualifiant même les Bleus pour le mondial argentin en inscrivant fin novembre 1977 le but décisif du 3-1 face à la Bulgarie. Un an après sa descente en 3e division, Toulon remonte déjà en D2 après une saison dominante en finissant premier et champion de son groupe Sud avec 46 points devant Alès. Un brillant retour en D2 pour le Sporting qui finit sur une belle 4e place et termine meilleure attaque du championnat, Christian Dalger meilleur buteur. Au cours de l'intersaison de l'exercice suivant, Toulon a l'objectif de remonter dans l'élite. L'effectif toulonnais se renforce avec les arrivées de Pedro Vizcaíno, Bernard Boissier, Paco Bandera et un certain Roland Courbis qui arrive en provenance de Monaco. La saison 1982-1983 est l'une des plus belles de l'histoire du club. En effet, Toulon termine leader de son groupe de D2 et retrouve la première division. Une saison rêvée. Les Varois vont connaître une décennie dans l'élite du football français de 1983 à 1993. Fort de ses 2 premières expériences malheureuses dans l'élite en 1959 et 1964, le Sporting décide de tout mettre en œuvre pour éviter la redescente immédiate en recrutant des joueurs de qualité et d'expérience, Pierre Neubert, Philippe Coll et un certain Laurent Paganelli, âgé de 21 ans et annoncé comme un futur crack. Le SCT se renforce également avec les arrivées d'Albert Raymond en provenance de Lyon et celle de l'attaquant italo-argentin Delio Onis, alors meilleur buteur du championnat de France de D1. Malgré ce recrutement, la saison 83-84 en championnat est plutôt difficile, mais le Sporting arrive à se maintenir dans l'élite, une première dans son histoire. Cette saison a surtout été marquée par un nouveau parcours époustouflant du club en Coupe de France, puisque Toulon se hisse jusqu'en demi-finale de la compétition pour la 2e fois de son histoire après 1963. Une véritable épopée pour les Azuréens qui ont éliminé Sète, Béziers, Toulouse, Guingamp et le Racing Club de Lens en quart de finale. Après un succès 1-0 au match aller à Bollaert, Toulon a bataillé au retour au stade Mayol face aux Lensois. Perdant 2-0, les Toulonnais ont égalisé en fin de rencontre grâce à Laurent Paganelli et Jean-Pierre Chaussin, synonyme de qualification pour le dernier carré. Foule en fusion, pelouse envahie, joueurs acclamés, Toulon réalise une incroyable épopée, un parcours qui prendra fin en demi face à l'AS Monaco. Après une rebaptisation du nom du club en Sporting Club Toulon-Var, les Toulonnais connaissent un nouveau mercato prometteur avec les arrivées de Pascal Olmeta, Bernard Casoni ou encore Luc Borelli. Toulon termine à une belle 6e place à l'issue de cette saison 1984-1985. Une saison marquée notamment par un succès de prestige 5-1 à Mayol face au Paris Saint-Germain. Cette égalisation n'était qu'un feu de paille car le PSG avait fini de manger son pain blanc. Ouverture du côté gauche, longue transversale et record d'un maître tir et d'une reprise de volée pure et limpide à la fois inscrivait le 2e but toulonnais. Dès cet instant, il n'y eut plus qu'une seule équipe sur le terrain, celle de Toulon. 1 heure de jeu, un très beau mouvement collectif et Onis et leurs dernières illusions s'il leur en restait encore. Car 1 minute avant la fin du temps réglementaire, Onis, comme au plus beau jour de ses débuts,
marquait son 3e but personnel pour un 5-1 sans appel. 2 ans plus tard, lors de la saison 87-88, Toulon finit 5e de D1, son meilleur classement en première division de toute son histoire, avec Roland Courbis à sa tête, devenu entraîneur du Sporting dans la foulée de sa retraite sur les terrains. Les années 80 ont été l'âge d'or, l'apogée du Sporting Club de Toulon. Luigi Alfano, figure emblématique de Toulon avec plus de 400 matchs sous le maillot toulonnais, dont 236 rencontres en Division 1, nous parle justement de ces magnifiques années du Sporting. Oui, bonjour à tous. Luigi Alfano, ex-joueur du Sporting Club de Toulon et entraîneur. Bon, je suis là pour parler des années 80, des très belles années 80 où on avait goûté à l'équipe en première division. On a passé pratiquement 10 années, donc de 83 à 93, avec des fois des beaux parcours en coupe, notamment la première année de la montée, on était monté à 82-83, et donc la première année c'était 83-84, on est allé en demi-finale de Coupe de France, perdu contre Monaco, on avait perdu 4-1 match aller, et on avait gagné 2-1 chez nous. Voilà, ensuite on a fait un très bon parcours, on s'est maintenu de justesse, et surtout l'année 87-88, où on a loupé une Coupe d'Europe, on a fini 5e ou 6e, je ne me rappelle plus. On a raté le dernier match contre Nantes, on perd chez nous contre Nantes, et malheureusement on n'a pas pu faire un parcours en Coupe d'Europe. Ensuite le club est descendu dans la saison 92-93. Et c'est là que je suis devenu entraîneur des années nationales. Et la 3e année, c'est la saison 95-96, on a eu le grand bonheur de monter en Ligue 2. Un âge d'or troublé par cette date du 10 octobre 1990 avec la perquisition du siège du club et l'incarcération de Roland Courbis et Éric Goiran, directeur administratif. C'est une comptabilité clandestine qui est au cœur du scandale. On parle de caisses noires, fausses factures et autres malversations pour pouvoir payer les joueurs et alimenter les budgets du club. À l'époque, cette affaire met en péril tout le football français. 9 autres clubs de D1 seront également inquiétés dans les années 90. Côté terrain, Toulon va connaître sa dernière saison en D1 lors de l'exercice 1992-1993. Et les ennuis commencent. Sur le plan financier, rien ne va plus, les salaires ne sont plus payés, la mairie traîne les pieds pour verser la subvention, le plan de redressement présenté par le président est repoussé et la DNCG décide de rétrograder le club. Le Sporting va donc se retrouver en national. La saison 93-94 est une saison de changement, un nouveau président, Joseph Favaloro, et un nouvel entraîneur, Luigi Alfano. Toulon effectue son retour à Bon Rencontre après plusieurs années à Mayol lors de la saison 94-95. La reprise du nouveau président Miran Davidian est plutôt honorable sur le plan sportif, mais les ennuis se poursuivent côté financier. Sans surprise, la DNCG décide de rétrograder à titre conservatoire le Sporting en National 2 dès la fin de la saison. Toulon finit 16e au classement et donc relégable. Cependant, suite au dépôt de bilan de Pau et aux rétrogradations de certains clubs pour des raisons administratives, le Sporting est sauvé côté sportif. Juin 95, le nouveau président Serge Catalano expose un plan de redressement à la DNCG. Ce plan est accepté et le Sporting reste donc en national. Pour la saison suivante, le Sporting revient jouer ses matchs à domicile du côté de Mayol. Cette saison 95-96 va s'avérer exceptionnelle puisque Toulon va terminer pour la première fois de son histoire premier du groupe B de 3e division et s'offre même le titre de champion. 3 ans après sa descente sportive et financière, le Sporting remonte la pente et ça nous fait plaisir. Résumé de la fête à Mayol avec Laure Bolmont et Jean-Jacques Secchi.
Les Irréductibles portent bien leur nom. Ces supporters toulonnais ne sont peut-être qu'une poignée, mais la rétrogradation en 93 du Sporting de la première division à la Nationale 1 n'a pas eu raison de leur amour pour leur club. Les Irréductibles se sont montrés fidèles durant 3 longues saisons. Ils viennent chercher ce soir leur récompense. S'offre à Toulon sa récompense, la fin du calvaire en Nationale 1. Les supporters toulonnais écriront eux-mêmes l'épilogue de la montée en D2, tandis que dans les vestiaires, on ne chante déjà plus la même chanson. Une saison marquante pour le Sporting puisque les Toulonnais se sont également offert un exploit de taille en Coupe de France en battant les Girondins de Bordeaux de Zinedine Zidane. Franck Zingaro, ancien gardien du club, évoque pour Total Foot cette incroyable saison 95-96. Bonjour, c'est Franck Zingaro. Je fais cette petite vidéo pour vous raconter l'année 95-96 au Sporting Club de Toulon en national et au bout de la saison ce titre de champion de France, cette saison magnifique. Donc j'arrive à Toulon juin 1995 en provenance de la Berrichonne de Châteauroux. Je connaissais pas grand monde, pas grand chose, à part les années du Sporting Club de Toulon en Ligue 1. Il y a eu un dépôt de bilan. Et avant que j'arrive, ils avaient fait 2 saisons en national qui s'étaient pas spécialement très bien passées. Et j'arrive dans ce club confiant et tout. Et donc premier entraînement, pas mal d'anciens Toulonnais qui étaient là les saisons précédentes, et arrive avec moi Jean-Noël Cabezas, Mike Rebec, Didier Rabat et Arthur Moses. Voilà, donc début de saison mitigé avec des bons résultats. On était dans le trio de tête présent. Voilà, l'ambiance commençait à se former et on décide d'organiser une soirée tous ensemble, et là il y a vraiment eu une osmose qui s'est faite, une amitié entre tous, et qui nous a donné la force de poursuivre la saison. Et à partir de ce moment-là, on était inarrêtable sur le terrain, tout nous souriait, on rentrait, on était sûr de nous. Donc saison magnifique, à partir de décembre plus aucune défaite, pour arriver au bout et finir en tête de notre groupe. À l'époque, il y avait 2 groupes de national, et jouer le titre à Saint-Brieuc contre le premier de l'autre poule. Voilà, et victoire à Saint-Brieuc dans un match encore aussi spectaculaire et rigolo. On perdait à la 90e minute 1-0. Et notre regretté Didier Rabat égalise à la dernière seconde, et dans les prolongations on gagne 2-1 et on a ce titre, et le premier titre du Sporting Club de Toulon de champion de France de national. Donc saison magnifique, tout ça, et en plus pendant cette saison une petite épopée en Coupe de France extraordinaire. Élimination de Toulouse, de Bordeaux, le Grand Bordeaux avec Zinedine Zidane, Didier Tolo, Vischke, Gaëtan Huard, dans un stade Mayol à guichet fermé. Le public toulonnais attendait ça depuis 3 ans, de revoir du football. Ça, c'était extraordinaire. Et ensuite Montpellier avec Bruno Martini, une grosse équipe de Montpellier, et là perdre au pénalty et encore dans un stade Mayol à guichet fermé. Donc saison extraordinaire, plein de joie, plein d'amitié, plein de rebondissements comme jamais connu auparavant. Vraiment, ce que je peux retenir de cette saison-là, c'est vraiment cette amitié entre joueurs, et donc avec Luigi Alfano entraîneur, et vraiment une année top. Donc la montée en Ligue 2 et continuer l'aventure, voilà. Donc mais c'était vraiment une saison extraordinaire à tous les niveaux, voilà, que ce soit footballistiquement, humainement, tout ça, alors que j'arrivais vraiment dans l'inconnu au départ, et je n'ai absolument pas regretté mon choix, voilà. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite année footballistique de ma carrière et de l'année du 95-96, qui est un très bon souvenir pour ma part.
Le Sporting Club de Toulon est donc sanctionné par la DNCG, ce n'est pas vraiment une surprise. Tout au long de la saison, l'équipe a traîné ce boulet financier. Il y a 2 mois, les joueurs s'étaient mis en grève pour dénoncer les retards de paiement des salaires. Une situation que le club avait déjà connue il y a 4 ans. Michel Aliaga. Le Sporting Club de Toulon s'engouffre une nouvelle fois vers le tunnel de la rétrogradation financière. Aux prises avec de sérieux problèmes financiers, le Sporting va connaître différentes rétrogradations jusqu'à sa liquidation judiciaire en 1998. Le club repart alors comme club amateur en division d'honneur. Cédric Charlet, ancien joueur de Toulon qui a tout connu au sein du club, évoque pour Total Foot ses années et ses souvenirs au Sporting jusqu'à cette liquidation judiciaire. Bonjour à tous, Cédric Charlet, ancien joueur du Sporting Club de Toulon. Pendant quelques saisons, j'ai eu la chance, avec d'autres joueurs, d'avoir eu le privilège et l'honneur de porter ce maillot pendant pas mal de saisons. Donc je suis arrivé au Sporting à l'âge de 14 ans, j'ai arrivé de La Valette, un petit village à côté de Toulon où j'ai été formé. J'ai commencé le foot à 5 ans. Après j'ai intégré le centre de formation à l'époque en externe avec Patrick Storay. Et après, petit à petit, j'ai gravi un peu toutes les marches, la D3, les cadets nationaux, et j'ai eu la chance de faire quelques matchs de Coupe de la Ligue la dernière année en Ligue 1 en 92-93. Après, malheureusement, premier dépôt de bilan, où là c'est un gros cataclysme pour le club et les supporters. On descend en national, Luigi Alfano et puis pas mal de Toulonnais. On avait une grosse partie de l'équipe, c'était l'ossature de jeunes de Toulon. On fait deux belles saisons en national et après l'apothéose pour je pense pas mal de joueurs d'entre nous, la saison 95-96 où nous avons la chance de monter en Ligue 2 et faire ce beau parcours en Coupe de France avec l'élimination notamment de Bordeaux à Mayol, le Bordeaux de Zidane, où un stade Mayol plein à craquer. Et après, donc, nous montons donc en Ligue 2, 2 années de Ligue 2 après, où là aussi on avait le privilège de jouer à Mayol. Et après, malheureusement, deuxième dépôt de bilan en 98, où là, une grande partie d'entre nous, c'était notre travail à l'époque principal, donc à contre-cœur, on a été obligé de quitter le club pour partir travailler et jouer ailleurs. Au début des années 2000, le Sporting renaît doucement de ses cendres, reparti sur des bases plus saines avec Alain Bencivengo, président du club à l'époque. La nouvelle équipe dirigeante s'appuie sur une nouvelle génération de joueurs talentueux et ambitieux, mais rappelle également d'anciens joueurs du club. Voilà, donc moi après je reviens en 2000 avec Alain Bencivengo comme président, Dédé Discala comme directeur sportif, et ils ont la bonne idée de faire revenir quelques anciens Toulonnais et anciens pros notamment, et avec un objectif de monter sur quelques années. Et là nous avons eu la chance de monter 3 fois en 4 ans, donc de 2000 à 2005 nous avons joué en DH en 2000, et après moi j'arrête ma carrière en 2004-2005 en national. J'ai eu des problèmes d'oreille interne, donc j'ai dû arrêter ma carrière. Voilà, donc Après plusieurs saisons en DH, Toulon termine champion de son groupe lors de la saison 2001-2002 et monte en CFA2. Le Sporting va enchaîner avec une nouvelle montée la saison suivante, puisque le club va finir champion de son groupe de CFA2 et monte en CFA, emmené par ses 2 buteurs, Foued Larèche, 14 buts, et Tony Labatte, 13 buts. Saison 2003-2004, saison qui voit l'arrivée de Jean-Louis Garcia sur le banc du Sporting. Toulon va terminer à égalité de points avec Bayonne sur le plan sportif dans son groupe de CFA, mais Bayonne devance Toulon au goal average particulier. De plus, du fait de l'application d'un point de pénalité, le Sporting termine second à 1 point, bien qu'invaincu à domicile. Toulon totalise 101 points, mais loupe la montée en national. Si pour cette saison les Toulonnais passent si près de la montée, la suivante va leur donner entière satisfaction.
Le Sporting évolue en CFA pour la deuxième année consécutive lors de cet exercice 2004-2005. Toulon va poursuivre sur sa dynamique de la saison passée et termine champion de CFA devant Rodez. Une fantastique saison qui se termine de la plus belle des manières avec cette accession en national. Toulon se retrouve enfin aux portes du championnat professionnel. Satisfaction d'autant plus grande qu'il demeure invaincu à bon rencontre grâce notamment à son meilleur buteur, Mesut Bilici, auteur de 18 buts en championnat. Toulon va disputer 2 saisons de national et termine à une honorable 7e place lors de la saison 2005-2006. Ancien joueur de Toulon de 2002 à 2006, Franck Lucchini, qui a connu ces années au sein du club, nous parle de sa belle aventure toulonnaise. Mon parcours au Sporting Club de Toulon. Donc j'arrive en 2002 sous l'ère d'Alain Bencivengo. J'ai passé 4 ans. Je suis arrivé au club par l'intermédiaire d'André Discal, qui a été mon directeur sportif au Gazélec d'Ajaccio et puis qu'il a été à Toulon. J'ai eu comme coach pour la première année en National 3 Dragan Ceskovic, puis Jean-Louis Garcia 2 années de National 2, puis l'année de National 1. Lorsque André Discal me parle du projet de Toulon, je le suis sans trop réfléchir, mais je ne m'attends pas à vivre ce que j'allais vivre les années qui allaient arriver. J'arrive immédiatement dans un groupe formé d'anciens Toulonnais. Alors, je citerai pas les noms car il y en a énormément, mais des joueurs de qualité, des joueurs confirmés qui avaient déjà eu la chance de jouer des montées par le passé, qui avaient joué au plus haut niveau avec le club, qui avaient été au centre de formation. Donc beaucoup d'éléments réunis pour que les choses se prennent immédiatement. D'autant plus que moi j'arrivais de club corse et j'avais cette culture un peu identitaire, jouer pour le maillot, pour le peuple corse, enfin un peu cette communauté. Quand j'arrive à Toulon, j'avais l'impression seulement d'avoir changé de ruelle. Et mon temps d'adaptation a été immédiat et je me suis retrouvé dans une aventure que je souhaite à tout le monde de vivre. Donc voilà. L'arrivée de Jean-Louis Garcia a professionnalisé un peu plus le fonctionnement du club et du fonctionnement de l'équipe, ce qui a rendu l'équipe de plus en plus compétitive. D'où 2 beaux parcours, que ce soit l'année de CFA, alors après il faut bien regarder les années, je ne sais plus lesquelles exactement, la première ou la seconde, quand on monte jouer à Clermont, et qu'il ne faut pas grand chose pour passer, qui eux étaient en Ligue 2, et puis plus tard quand on reçoit Montpellier, qu'on perd au penalty, dans un bon rencontre plein, c'est là qu'on se rend compte que cette ville, que ce club, que ce stade est chargé d'histoire et qui mérite qu'une seule chose, c'est de retrouver le plus haut niveau le plus rapidement possible. Donc voilà. Une petite, pour parler un peu de petites anecdotes, moi ce qui m'a le plus marqué et qui colle le plus à ce que j'ai vécu au club, c'est la première année de National 3. C'est quand on joue la montée, on va chez le Dauphin qui est Cagnes-sur-Mer, et que si on gagne ce match-là, la montée est assurée. Pourtant on est qu'en National 3 et donc du coup il y a plus de 300 supporters toulonnais qui descendent voir le match. Mais à ce moment-là, comme les supporters étaient un peu en litige avec ceux de l'OGC Nice, ça a failli mal tourner. Les supporters niçois voulaient descendre pour faire arrêter le match et que Toulon ne puisse pas monter. Et quand vous jouez, tout d'un coup, vous voyez la tribune se vider soudainement et vous sentez des querelles à l'extérieur, des bagarres. Et alors on se demandait ce qui se passait. En fait, c'est les supporters qui assuraient notre victoire 2-0 contre Cagnes à ce moment-là et assuraient donc la montée pour le niveau supérieur. Donc quand vous vivez des choses comme ça, vous savez que y aura plus rien qui pourra nous arrêter. Et donc les années qui ont suivi ont été extraordinaires. Pour finir et parler d'anecdotes, parce qu'au final les choses n'ont pas été comme on l'aurait voulu.
Sous l'ère Bansivengo et surtout moi les 4 années que j'ai passées au club, les stats ont été énormes. Donc on a 3 fois on a atteint la barre des 100 points et des fois on l'a dépassé. On a fait, il me semble, 2 fois ou une ou deux fois meilleure défense de France avec une quinzaine de buts encaissés à peu près. Après, il faut aller voir, mais ça sera quasiment ça, les chiffres. Et pour quelques défaites dans la saison. Donc, on sentait vraiment que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on retrouve le haut niveau. Mais voilà. Donc, en espérant qu'un jour, ce club puisse permettre à son public de revoir des matchs professionnels. Après une bonne saison 2005-2006, Toulon finit 17e de national en 2006-2007. Une énorme déception. Le club est alors relégué en CFA. Après une intersaison mouvementée en coulisses, Toulon attaque une nouvelle saison avec à nouveau des changements et un turnover considérable dans l'effectif azur et or. Entre 2007 et 2011, Toulon dispute 4 saisons de CFA avant une nouvelle chute pour le club varois. Toulon subit une nouvelle catastrophe financière. En décembre 2010, le compte de résultats du club accuse une nouvelle perte de plus de 374 000 €. Cela augmente la perte nette à plus de 825 000 € en 2 ans. Quelques mois plus tard, en mai 2011, la DNCG annonce l'exclusion du Sporting de toute compétition nationale. Le club azur et or est relégué administrativement en DH et se retrouve en état de cessation de paiement. Juillet 2011, l'Union Sacrée. C'est le nouveau projet du Sporting. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, Claude Joy, nouveau repreneur du club, décide d'injecter dans un premier temps 400 000 € combinés à une subvention de 200 000 € octroyée par la ville de Toulon pour sauver le Sporting. La nouvelle direction du club se bat pour obtenir l'annulation de la décision de rétrogradation en DHR prononcée par la DNCG. Le CNOSF proposera à la DNCG une rétrogradation limitée en CFA2 que refusera la 3F. En référé, le tribunal administratif confirme au mois d'août la rétrogradation du Sporting qui, après négociation avec la Ligue, jouera la saison 2011-2012 en DH. Un an plus tard, un des moments marquants pour le club de ces 15 dernières années, un match de 7e tour de la Coupe de France à Bon-Rencontre en novembre 2012 face à l'AS Monaco de Claudio Ranieri, pensionnaire alors de Ligue 2. Un match vaillant des Varois en quête d'un exploit. Match nul, un but partout au terme des 90 minutes avant 2 buts inscrits par les Monégasques en prolongation pour sceller le match et la victoire. Après plusieurs années en division d'honneur, Toulon retrouve la CFA2 à l'issue de la saison 2013-2014. La remontée du club se poursuit à l'issue de la saison 2015-2016 où le club est sacré champion de CFA2 et où il retrouve la CFA, la Nationale 2, sous son nouveau nom. Après 2 saisons de National 2, Toulon gravit les divisions et obtient sa montée en National lors de l'ultime journée de championnat. Avec Fabien Pugeot sur son banc, Toulon remporte le titre de N2 lors de cette saison 2018-2019 après une incroyable saison et une série de 19 matchs sans la moindre défaite. Après 12 années, le Sporting Club de Toulon va donc refaire son retour en national. Toulon garde son ossature avec un staff quasi identique lors de cette saison 2019-2020 en national. Après un nul encourageant lors de la première journée face à Béziers, le Sporting n'y arrive pas dans cette entame de saison et perd notamment à domicile face à Laval et Concarneau. Fabien Pugeot est démis de ses fonctions par la direction. Victor Zvinka le remplace. Avec un effectif renouvelé au mercato hivernal, le Sporting joue mieux mais tarde à remporter son premier match. Malheureusement pour le Sporting, le confinement général est acté le 15 mars en pleine pandémie de Covid-19.
Le championnat de National est à l'arrêt et ne reprendra pas. Les relégations en N2 du Puy, Béziers, du Gazélec, d'Ajaccio et donc du Sporting Club de Toulon sont entérinées le 15 mai 2020 par la 3F. Après un retour en national pour un exercice écourté, l'équipe première repartira en National 2. Début 2020, Mourad Boudjelal, illustre président du rugby club toulonnais, se déclare intéressé par le rachat du Sporting. Néanmoins, le président du club en poste à la même époque, Claude Joy, déclare que le club n'est pas à vendre. Le 19 juin 2020, un accord est trouvé grâce à l'entremise d'Hubert Falco, maire de Toulon. Mourad Boudjelal va prendre les commandes du club alors que Claude Joy reste lui actionnaire majoritaire. Un mois plus tard, Boudjelal renonce finalement à intégrer et à racheter le Sporting Club de Toulon. Depuis 2020, le club de la Rascasse évolue en National 2 et stagne au 4e échelon national. Après les années d'or du club, des relégations et des liquidations judiciaires, Toulon peut compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters, mais aussi de ses anciens joueurs et anciens dirigeants. Grand plaisir et un honneur d'avoir porté ce maillot toulonnais qui, comme on dit encore tous entre nous colle à la peau toute une vie. Donc je souhaite un bel anniversaire à notre Sporting, voilà, en espérant qu'un jour on retrouve la Ligue 2, notre niveau qui doit être le nôtre aujourd'hui, et en espérant que le club retrouve son passé d'antan. Voilà. En 2023, la campagne Toulon mérite un grand Sporting voit le jour. L'objectif étant de sensibiliser sur l'état et la lente agonie du club, mais aussi de construire un projet ambitieux pour ramener leur club dans le monde professionnel. Le collectif appelait notamment les joueurs anciens ou actuels, les dirigeants et les responsables politiques à mettre leur énergie dans ce projet commun. Entre l'apogée dans les années 80, les années noires, les relégations, les liquidations judiciaires, les années de reconstruction, le Sporting Club de Toulon incarne l'identité d'un football populaire et garde une place très importante dans le cœur des Toulonnais et Toulonnaises. En retraçant l'histoire des Azuréors qui fêtent leurs 85 ans d'existence cette année, on réalise à quel point ce club est un reflet de sa ville. Résilient, ambitieux, parfois blessé, mais toujours debout, il symbolise l'esprit de Toulon, de ses habitants et de toute une région.